Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode, vous découvrirez, au travers d'anecdotes de sa vie, comment Maria Montessori, durant ses 37 premières années, de sa tendre enfance à la première Casa dei Bambini, se laisse guider et surmonte les difficultés jusqu'à sa destinée. Maria Montessori naît en 1870 en Italie. Elle est fille unique de Alessandro Montessori, ancien militaire devenu fonctionnaire dans la finance, et Rénilde Stoppani, une femme instruite et cultivée, ce qui était un fait exceptionnel pour l'époque. Maria fut également marquée par son grand-oncle, Antonio Stoppani, prêtre catholique, illustre géologue et vulgarisateur scientifique, dont elle tenait peut-être son attirance pour les sciences. Alors que Maria a environ 5 ans, elle assiste à une dispute entre ses parents. Elle traîne alors une chaise entre eux, grimpe dessus, attrape la main de son père et celle de sa mère, et les rapprochant aussi étroitement que possible, met fin à leur dispute. L'image d'Épinal, véhiculée par l'anecdote de cet enfant acteur de paix, est cependant à nuancer. Maria est une enfant très sensible, au caractère marqué, décrite comme autoritaire auprès de ses camarades, presque insolente auprès des adultes, bien loin de la petite fille modèle des schémas de l'époque. Elle ne brille pas scolairement et souffre régulièrement de migraines. Dernière de sa classe, rien n'entre dans sa tête. Vers 10 ou 11 ans, une transformation intérieure s'opère. En même temps qu'elle s'intéresse davantage à la religion, naît en elle la conscience d'une tâche à accomplir. Lorsqu'elle tombe gravement malade, et alors que le médecin se montre très inquiet, c'est elle qui rassure sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman, je ne peux pas mourir, j'ai tant à faire. » Peut-être perçoit-elle déjà l'étendue de sa mission, du plan de Dieu pour elle. Élevée dans la conscience de son prochain, elle tricote pour les pauvres et fait preuve de charité. Passionnée par le théâtre, ses professeurs parviennent à convaincre ses parents du talent de leur fille et l'encouragent dans cette voie. Cependant, brutalement, Maria renonce au dernier moment à son premier rôle officiel, sentant intérieurement qu'elle doit s'éloigner de la séduction du théâtre pour accomplir son œuvre. Ses décisions, parfois soudaines, seront ainsi toute sa vie régies par l'obéissance à sa voix intérieure. En 1883, Maria termine ses classes primaires avec plusieurs années de retard. Soutenue par sa mère, elle intègre un collège technologique dans une section féminine qui ouvre justement à ce moment-là. Elle poursuit ensuite à l'Institut technique Léonard de Vinci, où elle se découvre une passion pour les mathématiques. Elle envisage de devenir ingénieure quand son père l'imagine enseignante, seule profession communément admise pour les femmes. Enseignante, jamais. Maria s'oppose au choix de son père et se laisse guider, empruntant les portes qui s'ouvrent sur son chemin quand d'autres se ferment. Elle travaille intensément et se consacre désormais à ses études. En 1890, c'est finalement vers la médecine que la porte son élan intérieur. Cependant, son diplôme technique ne lui permet pas d'accéder à ses études. Elle plaide sa cause auprès de Guido Baccelli, directeur de la faculté de médecine de l'Université de Rome, qui lui refuse à nouveau son inscription. Maria prend alors congé en lui affirmant « Excellence, je le sais, je deviendrai médecin ». Le futur ministre sera plus tard un grand admirateur de Montessori. En attendant, elle s'inscrit en sciences naturelles, et afin de combler les lacunes qui l'empêchent d'accéder à la faculté de médecine, elle est autorisée à suivre les cours de latin et grec destinés aux séminaristes, le tout derrière une cloison pour ne pas perturber les étudiants. Elle raconte que le pape Léon XIII serait intervenu en sa faveur, et en 1892, elle franchit les portes de la faculté de médecine. Sa présence féminine y est très remarquée, curiosité dans un environnement masculin hostile. Les autres étudiants s'offusquent de sa présence, les remarques fusent. Ils ne lui adressent pas la parole et parfois ne lui laissent pas de place dans l'amphithéâtre. Sur son passage, il souffle au fond des bruits. Maria garde le sourire, reste sereine et, sans se démonter, répond à leurs soupirs. « Soufflez, messieurs, soufflez. Plus vous soufflerez, plus j'irai loin. » Son père, hostile à son choix, l'escorte malgré tout à ses cours, puisqu'il n'est pas convenable à cette époque pour une jeune femme de se déplacer seule dans la rue. Ses études sont difficiles. Maria souffre, notamment lors des cours d'anatomie qui se font sur des corps humains. Le premier cours est un véritable traumatisme, une torture. Elle pense à l'âme qui a animé ses dépouilles, à leurs pensées, à leur vie. Elle en sort très choquée. Par la suite, elle se rendra parfois seule à la faculté la nuit pour procéder à des dissections de cadavres, la pudeur rendant inconvenant de le faire en présence de ses homologues masculins. Son but lui semble lumineux, mais la route est éprouvante. Elle dira avoir bu la coupe amère jusqu'à la lie. Dans ce contexte, Maria manque plusieurs fois d'abandonner. Un jour, lasse et fatiguée, elle quitte la faculté, bien décidée à faire autre chose de sa vie, et persuadée qu'elle ne reviendra plus jamais. Traversant un parc désert,
En se questionnant sur son avenir, elle croise une mendiante accompagnée d'un enfant d'environ 2 ans qui est intensément absorbé par un petit bout de papier de couleur avec lequel il joue. Observant l'expression de bonheur intense dans le regard de cet enfant, Maria, d'une façon qu'elle ne s'expliquera pas, y puise la force de faire demi-tour. Elle s'accroche alors, travaille d'arrache-pied, assiste à toutes les conférences et en plus des cours particuliers qu'elle donne pour financer ses études. Elle est particulièrement brillante, décroche une bourse, remporte un concours suscitant jalousie et admiration. Le 10 juillet 1896, elle devient l'une des premières femmes médecins d'Italie. Jeune médecin, elle soigne les pauvres avec empathie et dévouement, s'assurant qu'ils sont au chaud et bien nourris. Elle s'occupe d'enfants handicapés dans un asile psychiatrique, où elle obtient qu'ils soient séparés des adultes. Elle les observe, étudie leur comportement, comprend la nécessité de nourrir leur esprit par des objets à manipuler. Elle s'intéresse alors aux travaux de 2 médecins français, Itard et Séguin, qu'elle va s'appliquer à traduire et même recopier pour mieux s'en imprégner. Parallèlement, elle milite pour le droit des femmes dans la société et représente l'Italie lors de conférences internationales. À cette époque, Maria baigne dans des milieux intellectuels romains, peuplés de progressistes, d'idéologues laïcistes, d'anticléricaux et de francs-maçons. Sa recherche spirituelle l'amène à s'intéresser à la théosophie, une organisation paramaçonnique, ésotérique, basée sur une religiosité rationaliste et œuvrant dans l'éducation infantile et l'action sociale. Si elle y adhère en 1899, elle ne renouvelle pas son adhésion par la suite. Cette même année, elle prend la direction de l'école d'orthophrénie, une école pour enfants déficients visant à développer les facultés intellectuelles. Elle y fait fabriquer du matériel pédagogique, le teste, enseigne aux enseignants de l'école à s'en servir. Rapidement, les enfants font des progrès, tant et si bien qu'elle décide de les inscrire au certificat d'études primaires, que certains réussiront mieux que les enfants dits normaux. On la félicite, on lui demande comment elle a fait, mais pour elle la question n'est pas de savoir ce qu'elle a fait avec ses enfants, mais ce qui n'a pas été fait auprès des enfants normaux pour que leurs résultats soient moins bons. En cette fin du XIXe siècle, Maria est amoureuse. De cette relation avec Giuseppe Montesano, avec qui elle dirige l'école d'orthophrénie, naîtra un fils, Mario, en 1898. On ignore les raisons pour lesquelles Giuseppe et Maria ne se marient pas. Est-ce l'indépendance d'esprit et les engagements de cette jeune femme passionnée qui font peur à la famille de Giuseppe ? Est-ce parce qu'elle refusait l'idée de devoir renoncer à sa carrière de médecin ? À cette époque, une femme mariée ne travaille pas, ne possède pas de compte en banque, est totalement dépendante de son mari. Giuseppe et Maria se promettent d'être fidèles l'un à l'autre toute leur vie et de ne pas se marier. Si Maria sera fidèle à cette promesse, Giuseppe, lui, épouse une autre femme en 1901. Maria traverse alors une période de souffrance intense. Trahie, elle perd à la fois l'homme qu'elle aime, son travail à ses côtés à l'école d'orthophrénie, dont elle démissionne du jour au lendemain, et la possibilité d'exercer sa maternité. À l'école d'orthophrénie, il est désormais interdit de prononcer son nom et son matériel est détruit. Mario, quant à lui, reconnu par son père, grandit dans une ferme. Sa mère lui rend visite régulièrement, mais n'a aucun droit sur lui. Elle l'observe, lui offre quelques cadeaux, mais il ignore qu'elle est sa mère. C'est de loin la plus grande blessure de la vie de la jeune femme. Maria doit tout reconstruire. Elle reprend des cours, enseigne à l'université, fait une thèse d'anthropologie pédagogique, et alors que ses relations l'en ont probablement éloignée, Maria se tourne résolument vers le Christ. Une véritable conversion qui l'amène en 1904 à demander à entrer chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur, une congrégation œuvrant dans l'éducation des jeunes filles pauvres. Elle vit une période de discernement dans un recueillement absolu. Alors qu'elle prie dans une église de Rome, elle ressent que son œuvre est autre. Et lors d'une retraite d'exercice spirituel, la mère supérieure, Maria del Patrocino, lui dit que la méthode d'éducation qu'elle avait commencé à développer, que cette méthode est l'œuvre que le Seigneur attend d'elle. Ainsi Maria se sent appelée à la mission éducative qui sera la sienne. Elle ne choisit pas, elle se laisse guider. Il lui faudra encore attendre 2 ans pour que se dessinent les contours de cette mission. Elle est alors invitée par Talamo, un promoteur immobilier réhabilitant un ancien bidonville dans le quartier de San Lorenzo de Rome, à s'occuper des enfants. Une cinquantaine de bambins de 3 à 6 ans, livrés à eux-mêmes pendant que leurs parents, ouvriers, tentent de sortir de la misère. Maria hésite. Directeur d'une école maternelle, cela nuirait, selon un de ses anciens professeurs, au prestige des médecins. Elle demande conseil à une sœur franciscaine dont elle est proche, lui expliquant qu'elle se sent appelée d'une façon mystérieuse. La sœur lui répond « Si c'est là ce que tu penses, alors il te faut accepter ». Ainsi naît la première Casa dei Bambini,
La maison des enfants, véritable laboratoire pédagogique où Maria Montessori va découvrir les secrets de l'âme infantile. Elle y fait installer des petites tables et petites chaises, le matériel inspiré par Séguin, qu'elle a expérimenté auprès des jeunes déficients quelques années auparavant, de quoi mesurer la bonne croissance des enfants, et une reproduction d'un tableau de Raphaël, la Vierge à la chaise, qu'on trouvera ensuite dans toutes les maisons des enfants. Le 6 janvier 1907, Maria Montessori, invitée à faire un discours lors de l'inauguration, sort son bréviaire et lit la prophétie qui, dans l'Église, se réfère à la solennité du jour, l'Épiphanie. Debout Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire du Seigneur apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Inspirée par ce qu'elle vient de lire, pressentant l'importance de ce qu'elle allait vivre, elle poursuit en annonçant qu'un jour, les gens viendraient du monde entier pour voir cette maison des enfants. J'ignore comment Talamo, anticlérical, a vécu ce discours religieux, mais les journaux de l'époque s'étonnent de ces mots très exagérés pour un aussi petit événement. Cependant, les mois qui suivent donnent raison à l'enthousiasme de Maria Montessori. Une véritable transformation se produit. Ces enfants, si timides et apeurés, dont tout le monde doutait qu'on puisse les éduquer, sont radicalement différents, joyeux, ordonnés, calmes et posés, calculants et lisants, travaillant avec ardeur comme poussés par une force intérieure. Maria elle-même est saisie par ce qu'elle voit, s'interrogeant. « Qui êtes-vous donc ? Ai-je donc rencontré ici les enfants qui sont dans les bras du Christ ?» Et de partout, les gens se pressent pour observer ce phénomène et s'émerveillent. Les journaux parlent du miracle de San Lorenzo. La pédagogie Montessori est née. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour continuer de découvrir ensemble la vie et le parcours dans la foi de Maria Montessori. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou ma page Facebook, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. À très bientôt!